Excellent mois de mars à toutes et à tous, mais particulièrement à toutes les femmes de la République démocratique du Congo qui se sont distinguées dans tous les domaines. Bon dimanche également aux fidèles téléspectateurs, mais également à ces grands nombres de followers sur les réseaux sociaux. Nous avons un invité dans nos murs. Il s'appelle Fidèle Kakoulé. Il est élu d'Irumu en Ituri aux législatives 2023, invalidé par la Cour constitutionnelle après avoir siégé des mois. Il est resté avec les goûts de beefsteak dans la bouche. Mais pourquoi l'homme a-t-il été invalidé? Est-ce que c'était une volonté permissive? On ne sait pas répondre à cette question. Il va essayer un peu de nous tracer son parcours. Mais pourquoi avoir gardé silence pendant tous ces temps pour faire le comeback, sa rentrée politique à ces jours? Vous aurez les réponses avec Fidèle Kakoulé que je reçois sur le plateau. Bonjour et bienvenue, Monsieur Fidèle. Bonjour, Monsieur Mouzungu. Je suis très heureux aujourd'hui d'être reçu sur votre plateau. Et je pense qu'on va passer des très bons moments avec nos téléspectateurs. Merci. Merci bien, c'est un régal de vous avoir sur le plateau. Je le disais tantôt, élu d'Irumu aux législatives nationales en 2023, mais invalidé par la Cour constitutionnelle. Vous avez quel sentiment quand vous voyez le Parlement être loin et puis un électorat devant être défendu par vous rester orphelin? Bon, orphelin, c'est trop fort. Parce que vous savez, dans l'hémicycle ou en dehors de l'hémicycle, on peut toujours bel et bien servir nos populations, on peut toujours servir ce pays. Et donc pour moi, c'est une bataille perdue, n'est-ce pas? Mais pas la guerre parce que nous continuons toujours, n'est-ce pas? Au-delà de que l'on soit invalidé, au-delà que nous soyons aujourd'hui en dehors de l'Assemblée nationale, mais nous nous battons toujours et nous restons droits dans nos bottes pour défendre cette population qui nous a envoyés à l'Assemblée nationale et nous allons toujours continuer à défendre cette population en dehors ou même si l'on était resté dans l'hémicycle. Cette question de l'Assemblée nationale, je vais également ouvrir la grande parenthèse, mais je voudrais d'abord savoir pourquoi avoir accepté de briser le silence pendant que vous êtes resté bouche bée pendant une longue période. Merci. Vous savez, à un certain moment dans la vie, il faut prendre un moment pour se reconstruire, un moment pour se refaire, un moment de réflexion, un moment de voir, n'est-ce pas, les choses, comment elles évoluent, parce que vous les voyez très bien quand vous prenez un peu de recul. Mais aujourd'hui, les pays ont besoin de nous. Les pays, les moments, la situation que nous traversons aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette agression rwandaise qui a tellement progressé, avec ces événements politiques bouleversants, tout homme politique patriote, amoureux de ces grands pays, la République démocratique du Congo, ne doit pas rester, n'est-ce pas, derrière, ne doit pas rester, n'est-ce pas, se récorqueviller, rester dans son coin. Nous sommes, lorsque le pays est agressé, lorsque le pays traverse des moments comme celui-ci, nous sommes dans l'obligation patriote que nous sommes de briser les silences et de venir, n'est-ce pas, apporter notre pierre à l'édifice. Voilà une des motivations qui poussent aujourd'hui à ce que nous puissions revenir après tous ces moments de recul. Là, nous revenons et
pour que, n'est-ce pas, qu'on apporte aussi nos Ingénieur réflexions. Pascal, prière de balancer quelques photos en termes d'illustration de cet ancien parlementaire parce que nous avons quelques questions à lui poser concernant les photos que vous allez défiler tout de suite. Sur ces photos-là, il y a un message très particulier. Voilà, ici vous êtes au Parlement, mais le style, c'est un style français avec des cheveux, comme on appelle par le coiffeur, une pelouse normale, une pelouse classique. Là, vous avez beaucoup de cheveux comme Lumumba, ce qui donne l'impression d'un révolutionnaire. Pourquoi avoir laissé beaucoup de cheveux pendant que vous étiez habitué à avoir une pelouse classique? Merci. Vous savez, en politique, tout communique, n'est-ce pas? Les gestes, l'attitude, ça doit toujours communiquer. Aujourd'hui, nous revenons avec beaucoup de cheveux et tout ça. C'est pour montrer que c'est un signe de la révolution. Hein. C'est pour montrer la force, n'est-ce pas, avec laquelle nous sommes revenus pour défendre ce pays. Je vous donnerai des grands hommes dans ce pays qui ont défendu ce pays avec ce style-là. C'est une manière de communiquer. Lumumba, cet héros national, n'est-ce pas, qui avait également ce style. Donc c'est la révolution, c'est pour communiquer avec, n'est-ce pas, dire que nous revenons avec force, avec bravoure pour défendre les intérêts de ce pays, la République démocratique du Congo, qui est resté longtemps à genoux. Vous avez occupé un poste de responsabilité à l'Assemblée nationale par le passé, rapporteur d'une commission spéciale des validations des mandats des députés du Congo central. C'était déjà un bon départ qui a été stoppé par la magie du huis clos décrété au niveau de la Cour constitutionnelle. Évidemment, revenant dessus, j'ai été... un poste perdu. J'ai été rapporteur d'une commission spéciale à l'Assemblée nationale de validation de mandat des députés du Congo central. Et c'était mon premier baptême à l'Assemblée nationale. C'était pas facile. Jeune, dans ce monde-là, entouré des vieux loups qui ont, n'est-ce pas, de l'expérience, avec toute humilité, n'est-ce pas? Et nous avons assumé avec brio cette responsabilité et nous avons fini avec brio assumer cette fonction. Est-ce qu'il y avait une complicité entre les vieux lourds et vous de la nouvelle génération qui venait d'embrasser la carrière parlementaire? Ben, vous savez, il faut vous dire, vous êtes sans ignorer qu'il y a toujours ces combats silencieux, n'est-ce pas, que l'on n'arrive pas à professer, ces conflits des générations. Les vieux qui ont fait déjà 2 mandats, 3 mandats à l'Assemblée qui ne veulent nationale, pas lâcher prise. Qui ne veulent pas lâcher prise. Et vous êtes arrivant, tout jeune. Ce que je dois vous dire, c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Parce que sur les photos, nous voyons une figure d'un jeune innocent qui arrive en politique avec beaucoup de tact, avec la volonté de faire mieux et de servir sa base. Non, il ne faut pas dire innocent. Non, je parle de la figure. Hein. La figure nous semble innocente. C'était un jeune. La figure que j'ai là, oui. Regardez la figure là. Ça témoigne de la détermination, n'est-ce pas? Je reviens. Je vais ouvrir cette parenthèse. Peut-être que j'étais le plus jeune à l'Assemblée nationale. Mais pas les Benjamins, hein? Ben, vous savez, il y a beaucoup de choses. Hein. Les dessous de la table, on ne peut pas les exposer à la place publique. Vous voulez dire que vous étiez Benjamin on ne peut pas les exposer à la place publique. On vous a volé la vedette? C'était une parenthèse que j'ai ouverte et permettez-moi que vous puissiez la fermer. Permettez-moi de la fermer. Je reviens à votre question. Cette parenthèse est très importante. Du moment où les Congolais voudraient savoir si vous étiez Benjamin, ça voudrait dire que la vedette vous a été volée. Je ne veux pas
ici créer une polémique. C'est déjà passé. Et comme je l'ai bien dit, c'était une parenthèse que je mérite tout de suite fermer. Et donc, j'arrive à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, avec cette ardeur-là de servir, n'est-ce pas, devant tous ces vieux loups, ces vieux très outillés. Et nous avons, n'est-ce pas, dès les quelques semaines que nous avons passées à l'Assemblée nationale. On parle de des mois, et pour être précis dans les termes, vous avez fait des mois? Déjà, les quelques semaines, Oui. lorsqu'on a commencé, on a fait beaucoup d'interventions dans les chaînes, que ce soit ici à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. Et nous avons pris pour la première fois, n'est-ce pas, de la parole au perchoir de l'Assemblée nationale. C'est un acte de bravoure que, j'ouvre encore une parenthèse, que beaucoup de députés jusqu'alors, parce qu'un parlementaire, c'est quelqu'un qui doit avoir cette rhétorique. Il ne doit pas avoir peur de prendre la parole. Il ne doit pas avoir peur de défendre la population. Il y a des gens qui ont peur de prendre la parole à l'hémicycle pour s'exprimer. Et c'est regrettable, aujourd'hui, après presque une année à l'Assemblée nationale, avec tous les problèmes que nous avons dans le pays, qu'il y ait des députés qui jusqu'alors n'ont pas encore pris la parole au perchoir de l'Assemblée nationale et défendre. Est-ce un problème ou bien exactement. Le manque de la maîtrise de la langue des Molières, c'est ce qui pousserait beaucoup à ne pas prendre la parole, d'où l'instauration de nos langues nationales dans l'hémicycle pour permettre à tout le monde de s'exprimer librement, sans contrainte. Il y a déjà, à l'Assemblée nationale, vous pouvez vous exprimer à Lingala. Donc ce n'est pas une question de la maîtrise de la langue, mais c'est plutôt avoir la connaissance. Avoir la connaissance, avoir la matière et savoir quoi dire devant toute cette crème scientifique qu'il y a à l'Assemblée nationale. Mais sur cet aspect, vous tirez également à boulet rouge sur les électeurs qui élisent, c'est devant les représenter à l'hémicycle. Parce que quand nous envoyons des gens qui ne savent pas parler pour nous, ça veut dire que nous avons mal choisi nos représentants. D'où la sensibilisation à grande échelle à cet effet. Oui, vous savez, la mission d'un député national, ou je peux dire les missions d'un parlementaire, il y a d'abord cette... la défense, n'est-ce pas, les plaidoyers qu'un parlementaire porte à l'Assemblée nationale devant cette représentation nationale, les problèmes de sa population qui doit venir exposer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais lorsque vous vous rendez compte que voilà, il y a certains députés qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, jusqu'à l'heure actuelle, à amener leurs problèmes, les problèmes de leur population, de leur base au niveau de l'hémicycle, il y a de quoi s'interroger. Et tout ça, c'est au détriment de la population. Ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Il y a une mission de contrôle et tout ça. Oui. Bien sûr, on peut toutefois ne pas prendre la parole à l'hémicycle, porter les problèmes de la population. Est-ce une obligation? Est-ce une obligation de prendre la parole au niveau de l'hémicycle quand on est parlementaire, député national ou sénateur? C'est une obligation. Et quand on ne le fait pas, ça veut dire qu'on passe à côté de la plaque ou bien on peut s'exprimer dans des commissions? Vous avez des commissions qui... Vous savez, si vous n'arrivez pas à porter le problème de votre population, n'est-ce pas, au devant de cette représentation nationale, vous avez raté une des missions qui vous a amené à l'Assemblée nationale. Et maintenant, lorsque vous ratez aussi cette mission de contrôle, cette mission, même dans les sous-commissions, lorsque vous n'arrivez pas à plaider, mais c'est votre population
que vous êtes en train de Ah, sacrifier. mais dans les sous-commissions, les rapports à ma position montrent qu'un nombre important des élus nationaux prennent la parole pour échanger les questions qui concernent leur base. Là, il n'y a pas de débat. Mais au niveau des plénières, c'est là où on constate que beaucoup n'ont pas cette fougue de parler librement devant le public. Ben, ils ont raté leur mission. Ils ont raté leur mission. Et ce que vous venez de dire, ça n'engage que vous. Qu'il y a certains députés qui s'expriment dans les sous-commissions. Bon, ça, c'est une Mais information. quand que vous vous étiez portez. là-bas, beaucoup ne s'exprimaient pas dans des sous-commissions. permettez- Vous, témoin de l'histoire, Permettez-moi de ne pas... l'homme qui a vécu l'histoire, dites-nous tout. Je ne dois pas ouvrir cette parenthèse parce que ça va nous amener dans des polémiques. Il y avait des inutiles. dormeurs. Parlons République, c'est ce qui m'intéresse. Et lui dit Roumou, quand bien même que vous êtes invalidé, mais quel a été le ressenti de votre base quand elle a appris que vous n'allez plus siéger parce que la Cour avait rendu son arrêt qui était immédiatement exécutoire? Mais c'est le désespoir. Le désespoir de voir, n'est-ce pas, un jeune qui avait plein de potentiel à lui, être débarqué comme ça, c'est le désespoir. Mais quand même, je continue à rassurer cette population. Comme je vous l'ai dit ici, en dehors de l'hémicycle, nous continuons toujours à servir nos populations, nous continuons toujours à donner les meilleurs de nous-mêmes. Vous servez dans quel cadre après l'hémicycle qui était un cadre par excellence, un cadre officiel, mais là vous êtes dans quel cadre puisque nous allons également parler de cette insécurité qui bat son plein dans la partie Est. Non, je dois vous dire une chose que peut-être beaucoup d'entre nous ignorent. Tout citoyen congolais, n'est-ce pas, assumant une responsabilité au sein du gouvernement ou non, peut aider ce pays, peut plaider pour les autres, n'est-ce pas? J'ai ce droit, n'est-ce pas, ou ce devoir, comme citoyen congolais, de saisir un ministre, de dire, l'écrire, Monsieur le ministre, il y a un problème dans les territoires d'Irumu et vous devez agir. J'ai ce devoir parce que nous les Congolais, nous les citoyens, nous devons aider nos ministres, nous devons aider nos gouverneurs avec des réflexions, n'est-ce pas, pour développer ce pays. Ça n'appartient pas seulement aux députés, n'est-ce pas? Un citoyen peut s'élever, aller voir une autorité, dire, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, il y a un souci avec telle route, il y a un souci avec l'adduction d'eau potable dans un village, voilà comment nous pouvons procéder, n'est-ce pas, pour trouver une solution là-dessus. C'est le travail que nous faisons, n'est-ce pas, en dehors de l'hémicycle, mais également nous soumettons des propositions à certains responsables de ce pays, des propositions de réforme, n'est-ce pas? Comme quel type de propositions Des manières individuelles, n'est-ce pas? Pour que voilà, cela soit soumis autour de la table. Afin que vous étiez porteur de quel message pour votre Iromo qui baignait dans votre sang au niveau de l'hémicycle? Ben, ma mission à l'Assemblée nationale, j'avais une mission. Laquelle? Primordiale. Vous savez, depuis deux années, la province de l'Ituri, l'est de la partie de notre l'est du pays et le centre, n'est-ce pas, des atrocités. Et moi, mon souci, le message que j'avais, les combats que j'avais à l'Assemblée nationale, c'était de plaider d'abord pour le retour effectif de la paix dans la partie est du pays, et particulièrement dans la province de l'Ituri et les territoires de Oumu, où aujourd'hui nous retrouvons beaucoup de groupes armés, et avec cette fameuse agression rwandaise qui commence à évoluer vers la partie, donc vers la province de l'Ituri,
Nous avons encore cette obligation. Je ne cesserai de les dire que la paix, c'est une priorité pour la partie est de notre pays, pour la province de l'Ituri, que ce soit la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Donc en dehors ou dans l'hémicycle, je continue toujours ces combats-là pour que la paix soit une réalité dans cette partie-là. La guerre dans l'Est, on en parle maintenant avec vous. C'est vrai que vous venez d'épingler déjà l'ouverture de ces débats. Votre appréciation de moult mesures prises par le gouvernement, entre autres de ne pas échanger avec les rebelles du M23, le président Tshisekedi lui-même, il voudrait échanger avec ceux qui sont à la base. Il parle des Kagame, qu'il s'il faut avoir un dialogue ou une discussion, il le fera avec Kagame parce que c'est lui le problème. Il ne faut pas voir Nanga et consorts. Vous êtes un ancien parlementaire, élu d'Irumu. Qu'en dites-vous par rapport aux mesures, une batterie de mesures prises par les gouvernements pour ne pas échanger avec ceux qui ont pris les armes? Bon, merci. Il faut dire déjà que je suis un membre de l'Union sacrée et étant membre de l'Union sacrée, nous avons une position. Notre position est celle prise par les chefs de l'État, haute autorité, n'est-ce pas, plus haute autorité de l'Union sacrée. La position est claire. Vous voyez, la position est, n'est-ce pas, d'établir d'abord les préalables avant de négocier. Vous savez, nous sommes restés longtemps, M. Muzungu, nous sommes restés longtemps dans des discussions, dans des dialogues qui, au finish, nous amènent dans un cercle vicieux. Aujourd'hui, nous avons quand même un président qui veut mettre fin définitivement à cette histoire. Depuis longtemps, l'on nous a caché, n'est-ce pas? L'on n'a pas su dire ou déterminer qui nous a agressés exactement. Mais aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, il est le seul, n'est-ce pas, à citer nommément M. Kagame pour tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, à l'est de la République. Et c'est la personne, n'est-ce pas, avec laquelle on doit se retrouver autour de la table. On ne doit pas se retrouver autour de la table avec, n'est-ce pas, une façade, n'est-ce pas? C'est-à-dire se retrouver autour de la table avec Corneille Nangaa, se retrouver autour de la table avec le Bissimois et tout le reste. Mais Jean-Marc Kaboun n'attend pas... Permettez, oui, allez-y. Parce que nous allons faire les surplaces. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des accords signés avec les CNDP. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ces gens-là se sont transformés en 23 et tout le reste. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore arrivé, n'est-ce pas, à déterminer ou à doiter les commanditaires de tout ce que nos frères et sœurs vivent, les atrocités que les enfants de la partie est de la République vivent actuellement. Et aujourd'hui, je vais finir, aujourd'hui, nous voulons aller à la table de négociation avec ces vrais commanditaires-là pour se dire la vérité et pour et non avec des pantins, comme l'a dit le président. Et finalement, mettre fin à cette histoire. Ok, nous allons prendre le message d'un follower sur les réseaux sociaux. Il dit « Le conflit en RDC trouve ses origines dans les génocides des Tutsis au Rwanda en 1994, ainsi que les événements liés au Burundi qui virent des centaines, des milliers de personnes d'origine ethnique Hutu fuir ces deux pays pour l'Est du Zaïre. » Il dit « Demandez à votre invité, l'ancien parlementaire, que Kabound voudrait que le débat
autour du M23 soit élucidé. Pour Kabound, il n'est pas d'accord avec la rhétorique du gouvernement qui ne voudrait pas qu'on échange avec les rebelles. Kabound dit qu'il faudrait écouter tout le monde parce que dans les M23, il y a des Congolais qui ont pris les armes. Parce qu'en mettant les gens sur la table, surtout dans le processus de Luanda, c'est là où vous allez extirper les Rwandais, les Ougandais à rentrer chez eux, mais également voir dans quelle mesure vous allez traiter avec les Congolais qui ont pris les armes. Non, ben, vous savez, on a besoin de... C'est là que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a fait cet appel à la cohésion nationale. Ah, ok. Vous voyez? Et je voudrais vous dire que la cohésion nationale naît de l'unité dans la diversité, où chaque voix, petite soit-elle, où chaque citoyen, quel que soit son niveau social, doit être écouté. C'est ça la cohésion nationale. Mais lorsque nous allons dans des exclusions, n'est-ce pas, où certaines personnes se sentent exclues, c'est ce qui va nous amener encore à des frustrations, et des frustrations amènent, n'est-ce pas, à certaines personnes, créer des groupes armés et tout ça, à se rebeller contre la République. N'est-ce pas? Et donc, c'est de bonne loi, n'est-ce pas, d'appeler tous les Congolais, que ce soit de l'opposition, de l'union sacrée, société civile et tout le reste, autour de la table. C'est ce que fait le chef de l'État actuellement, autour de la table, pour, cette fois-ci, réfléchir Congo, pas réfléchir intérêt politique. Parce que si nous allons dans les intérêts politiques, nous allons faire les surplaces. Autour de cette table, je vais finir, autour de cette table, ça doit être, n'est-ce pas, de la franchise qui doit dominer. On doit se dire des vérités pour trouver des solutions et arrêter l'hémorragie. Trouver des solutions et arrêter l'hémorragie. La crise est liée à une nouvelle offensive dans le Nord Kivu, initiée en novembre 2021 par les membres du M23, une rébellion que la République démocratique du Congo accuse d'être soutenue par le Rwanda. Les sorties de Joseph Kabila Kabange défraient la chronique depuis un certain temps. Il a légitimé le M23, ça c'est Germain Kambinga qui l'a dit. Germain Kambinga regrette des Kabila qu'il pensait être comment on dit, les termes m'échappent, un homme qui prend les valeurs du continent africain, mais qui se détourne des bases solides et qui légitime le combat d'un groupe rebelle. Pour Germain Kambinga, il n'a pas reconnu Kabila, dont il a connu quand il était ministre de l'Industrie au gouvernement. Comment vous, au niveau de l'Union sacrée de la nation, vous avez senti les dires des Kabila? Vous savez, nous vivons maintenant une démocratie qui a 10 ans, personne ne pouvait s'exprimer librement dans ce pays, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est grâce aux efforts managériels du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, libre pensée, n'est-ce pas? Kabila s'est exprimé comme un citoyen, n'est-ce pas? Et comme un ancien chef de l'État. Je m'attendais à beaucoup, n'est-ce pas? Mais bon, il a dit ce qu'il pouvait. Pour lui, vous avez représenté le M23 à tort. Donc, ce sont des Congolais qui ont pris des armes parce que les idéaux ont été détruits. Mais est-ce que Kabila n'a pas vu les troupes rwandaises qui sont entrées à Goma? Ce sont des Congolais. Il n'a pas vu ces images de la police rwandaise qui est entrée sur les sols congolais. Ce sont des Congolais.
Je pense que ses propos n'engagent que lui. Il parle de la mauvaise gouvernance également de l'union sacrée de la nation. Je ne suis pas porte-parole de cette opposition. Je ne suis pas porte-parole du PPRD ou porte-parole, c'est pas du FCC et tout le reste. Donc, les propos du FCC n'engagent que le FCC. Et nous avons notre dynamique au niveau de l'Union sacrée et nous connaissons qui agresse ce pays. S'il y a des gens aujourd'hui qui continuent à se cacher derrière des propos qui vont aller diviser encore nos communautés, en tout cas, ça n'engage que eux. Monsieur Vincent, demande à votre invité pourquoi ceux qui sont au pouvoir voudraient que Kabila puisse leur faire une fière chandelle pendant qu'il a opté pour l'opposition. Est-ce qu'avez-vous déjà vu dans ces pays le président actuel, quand il fut opposant, soutenir le régime de Kabila? Ben écoutez, nous sommes en train de vivre des moments très particuliers dans notre pays. Que les régimes de Kabila, que nous avons hérité, n'est-ce pas, de ces régimes de Kabila. Et si ces gens-là, si les membres de cette opposition dormante se reconnaissent congolais, devant cette situation particulière, ils devraient se comporter en compatriotes, n'est-ce pas? En faisant quoi, par exemple? Devraient se comporter comme des compatriotes, n'est-ce pas? En condamnant le Rwanda, n'est-ce pas? Ah, Kabila ne l'a pas fait, hein? Vous avez suivi. Mais est-ce que c'est vrai, vous n'êtes pas de l'UDPS, est-ce que par le passé, l'UDPS l'avait fait? Parce que le président Tshisekedi avait dit en son temps que le M23 était une machination de M. Kabila. C'est comme ça qu'on vous oppose aux anciennes vidéos que vous avez fait également par le passé pour vous dire que Kabila n'est pas obligé de vous soutenir parce que vous ne l'avez pas fait en votre temps. Mais lorsque dans ses propos de l'ancien président, n'est-ce pas, qui à l'heure actuelle devait se comporter en consultant, devait se comporter en homme sage, un conseiller, lorsque dans ses propos, n'est-ce pas, vous avez une tendance de soutenir l'M23, n'est-ce pas, ça jette du discrédit sur tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes en train d'établir des liens de cause à effet entre les tenants du FCC et ces mouvements rebelles du M23. Vous êtes sans ignorer. Beaucoup sont invités ce lundi à l'auditorat supérieur. Vous êtes sans ignorer. Chadari, vous êtes sans ignorer, n'est-ce pas, que beaucoup de personnes qui ont adhéré à ces mouvements sont venues de cette famille politique-là. N'est-ce pas? Ce sont des signes. Ce sont des signes qui nous amènent aussi à dire qu'il y a un lien, n'est-ce pas, flagrant entre ces mouvements politiques et les mouvements rebelles du M23. Alors, la cohésion nationale se fera sans Kabila, qui est accusé d'être le parrain de Corneille Nangaa, l'homme de l'APC. Mais la cohésion nationale, je l'ai dit ici, la cohésion nationale naît de l'unité dans la diversité. On a besoin de tout le monde autour de la table. On a besoin de Kabila autour de la table. Est-ce qu'il viendra? On a besoin de Kabound autour de la table. On a besoin de Martin Fayoulou autour de la table. On a besoin de Katumbi autour de la table. C'est Ezali Kamboya Mabele. Mais Kabound a dit non au partage du gâteau. Il dit qu'il n'est pas ni demandeur, ni également partant. Même ici, je parle de la cohésion nationale. Je ne parle pas du gouvernement d'union nationale. D'union nationale. Il faut faire ces distinguos. Parfait, oui.
Je parle de la cohésion nationale. La cohésion nationale voudrait que tout Congolais, toute personne qui se reconnaît Congolais et patriote se retrouve autour de cette table-là. Mais après cette cohésion nationale, s'en suivra l'idée d'un gouvernement d'union nationale voulu par le président Tshisekedi. Ce gouvernement sera composé de quels acteurs? Ben écoutez, ça c'est, vous savez, lorsque nous allons lorsque tout le monde va devoir accepter l'idée de la cohésion nationale, l'idée que nous devons tous ensemble nous mettre, réfléchir sur les solutions idoines pour mettre fin à cette crise. Opposition, majorité, société civile, ça sera la première étape, n'est-ce pas? Que tu sois dans le gouvernement ou en dehors du gouvernement, tu peux toujours servir le pays. On ne sert pas le pays lorsqu'on est dans les institutions. Ah oui, mais parce que Mais les exemples montrent le contraire, qu'à chaque fois que les Congolais se sont mis autour d'une table, cela a débouché au partage du gâteau. Mais parce qu'il n'y avait pas la franchise. Il n'y avait pas la franchise. Mais en politique, c'est une question d'intérêt pour la plupart des cas. C'est une question d'intérêt, mais le dénominateur commun ici, c'est la patrie. C'est la patrie. Et donc, autour de cette table, on ne doit pas parler du partage du gâteau. N'est-ce pas? On doit parler de la patrie, on doit parler République démocratique du Congo. Ah, mais pourquoi le président Tshisekedi voudrait tout de même revoir les acteurs du gouvernement, donc remanier le gouvernement? Bon, les remaniements, nous sommes, comme je le dis, dans une situation particulière, n'est-ce pas, où l'on doit fédérer. Une zone de turbulence. Voilà, nous sommes dans une zone de turbulence, comme vous venez de le dire, où nous devons fédérer tous les acteurs. Vous voyez, ça c'est une dynamique que le chef de l'État a lancée. Mettre à place un gouvernement d'union nationale, n'est-ce pas? Et ce gouvernement d'union nationale voudrait, n'est-ce pas, que toutes les parties soient que toutes les parties soient représentées. Soient représentées. C'est-à-dire qu'il y ait des membres de l'opposition, et les membres de la société civile, l'union sacrée et tout le reste, n'est-ce pas? Pour que, ensemble, ça va résoudre quel problème? Mais ça va résoudre. Quel problème? Le problème que cela va résoudre, c'est que les fils et filles du Congo, n'est-ce pas, à ces moments-là, parleront même langage et cette fois, ils vont s'unir, n'est-ce pas, pour travailler main dans la main pour la patrie. Mais en quoi est-ce que la guerre dans l'Est... Parce que lorsque vous allez mettre dans ce gouvernement les membres de l'opposition qui, par ricochet, ont des bonnes réflexions, des bonnes propositions, n'est-ce pas, pour l'avenir de ce pays, pour mettre fin à cette guerre-là. Lorsque vous prenez la société civile et tout le reste, toute cette convergence d'idées, toute cette convergence d'efforts, n'est-ce pas, venant dans cette unité, dans la diversité, ça va pousser, ça va faire booster, n'est-ce pas, le développement, ça va booster que nous puissions mettre, n'est-ce pas, fin à cette histoire-là de la guerre qui nous est imposée dans l'Est du pays. Qui nous est imposée par le Rwanda. Voudriez-vous voir quel nombre exact pour le gouvernement d'union nationale? Parce que 54, c'est assez pour un gouvernement qui a des enjeux costauds à la taille de notre pays et la guerre qui nous est imposée à l'Est, où il fallait allouer un pactole des moyens au niveau de la défense. Il faudra avoir combien d'animateurs? En termes d'animateurs, je dois vous dire qu'il y a... Ça, c'est ma réflexion, votre réflexion personnelle, et ça n'engage que moi. Je crois que l'on doit réduire la taille du gouvernement. C'est-à-dire il y a certains ministères qu'il
fusionner. Fusionner. Je vais vous donner un cas de figure. Vous avez comme le ministère de l'aménagement du territoire. national. Oui. À côté, vous avez les ministères de l'habitat. De l'autre côté, vous avez les ministères du développement rural. Oui. Oui, ce sont des ministères, n'est-ce pas? À fusionner, oui. On doit fusionner. Ça va éviter qu'il y ait saignement des fonds au niveau de l'État. Il y a certains ministères qu'on doit, n'est-ce pas... supprimer. Non, pas supprimer. Il y a certains ministères qui sont importants, mais qu'on a négligé dans le passé. Comme quel ministère? On doit amener dans les ministères, le ministère d'État ou tout ça. Vous prenez par exemple comme ces ministères des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Oui. À l'époque, n'est-ce pas? C'était d'abord il y avait un ministère des actions humanitaires. Mais après, on a fusionné. Ça fait trois ministères qui sont fusionnés. Donc, du coup, ça devrait passer pour un ministère d'État. Évidemment, vous avez les affaires sociales. C'est beaucoup de matières qu'il faut traiter. Et vous avez les actions humanitaires. Oui. Et vous avez la solidarité nationale. Vous voyez? Donc, c'est un ministère aujourd'hui qui est sorti, n'est-ce pas, du lot. Parce qu'il y a des années, on ne parlait pas de ces ministères-là. C'était très amorphe. C'était très amorphe. Permettez-moi, quand même, sur votre plateau, de dire que c'est grâce aux efforts de l'actuel la ministre aujourd'hui qui anime ces ministères, que l'on commence à parler du ministère des Affaires sociales. Il s'agit ici de son Excellence Nathalie Aziza Mounana, qui a amené des réformes. Non, mais comme quelle réforme? C'est ça tous les problèmes. Vous savez, c'est plus qu'on parle du gouvernement et que vous avez cité le ministère des Affaires sociales. Quand vous dites que Nathalie Azamounana a amené des réformes, aider le public qui nous suit à être fixé, il s'agit de quel type de réformes qui n'ont pas existé par le passé? Vous savez, peut-être à l'époque, on ne voyait que le côté humanitaire de ces ministères-là. Il faut intervenir, mais les interventions aussi n'étaient pas régulières, n'est-ce pas? Je n'entre pas dans ces débats. Aujourd'hui, nous avons un plan humanitaire, n'est-ce pas? Un plan de réponse humanitaire 2025. Oui, j'ai suivi ces plans, oui. Un plan de réponse humanitaire 2025. Permettez-moi, le plan en question doit exister ou bien devrait exister? Si le plan avait existé, dont la ministre n'allait pas mettre en place un nouveau plan, elle allait se référer à un cadre qui existe pour amorcer les étapes Mais lorsque nous parlons, restantes. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Ah, ok. Lorsque nous parlons qu'elle a mis à place ces plans de réponse humanitaire, n'est-ce pas, 2025, suite à tout ce que nous avons comme situation dans le pays, c'est-à-dire que c'était un plan qui n'a pas existé par le passé. Mais qui n'a pas existé par le passé. Ça voudrait dire que les gens qui l'ont précédé n'étaient pas à leur place? Je ne veux pas entrer dans cette polémique-là. On parle de la République, donc le débat n'est pas un débat individualisé. On parle de ceux qui ont géré le pays. Je suis de ceux qui pensent que les idées faibles discutent. Donc, lorsqu'on veut discuter des individus, ce sont des débats. On veut réduire, on veut amener les débats au rabat. On doit discuter ici des idées, n'est-ce pas? Ce sont les esprits forts qui doivent discuter de. Non, mais vous avez je ne vais pas entrer dans cette polémique. Non, mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Les ministères sont gérés par des personnes qui sont des personnalités publiques et nous voyons ce qu'ils ont mis en place en termes de politique publique et on juge cela. Voilà, moi je ne vois pas ici le... Donc il n'y a pas eu de création d'un plan de réponse des besoins humanitaires par le passé. Voilà. Et il a fallu que Nathalie Azamounana soit ministre pour en créer. Ben évidemment, il fallait une dame avec une tête bien faite. Beaucoup d'expérience, n'est-ce pas? Pour qu'on voie aujourd'hui
toutes ces réformes-là. Au-delà de ça... Mais qui est derrière elle? Au-delà qui est derrière elle? Parce que c'est vrai, le ministère, elle doit avoir un cabinet, mais je voudrais finir, Oui. je voudrais donner une autre forme. Aujourd'hui, nous avons un plan de réponse aux besoins humanitaires. Aux besoins humanitaires, aux catastrophes humanitaires. Donc, c'est une anticipation. Vous voyez, gouverner, c'est anticiper. Ça, c'est aussi une réforme. Il y a également, dans l'éducation non formelle, il y a des réformes importantes, n'est-ce pas, que cette dame pétrie des prouesses, n'est-ce pas, pétrie de qualité, a amené. Aujourd'hui, nous avons une réglementation de l'éducation non formelle avec des ouvrages, n'est-ce pas, bien structurés pour amener cette éducation, amener toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu aller à l'école pour le rattraper. Qui n'ont pas fait l'école régulière. Qui n'ont pas fait l'école régulière pour le rattraper avec des programmes comme ça. Au-delà de ça, dans cet élan de diplomatie, vous voyez, c'est une dame qui est aussi sur ces fronts diplomatiques. Elle a été à Malabo, n'est-ce pas? En Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, où elle a décroché, n'est-ce pas, qui est cette l'ouverture d'un couloir humanitaire. Mais qu'en est-il de cette ouverture? Nous apprenons que le couloir humanitaire souffre toujours d'applicabilité parce que aucun membre du gouvernement ne sait aller à Goma. Mais attendez, dans les jours qui viennent, parce que vous savez, la diplomatie a ses caprices. Et parmi les caprices de la diplomatie, c'est que ça prend du temps. Hein, ce n'est pas dans l'immédiat que directement vous allez avoir de retombées, mais c'est une victoire, n'est-ce pas, obtenue grâce à Madame Nathalie Aziza Mounana. En vous écoutant avec une oreille attentive. Mais exactement, il y a d'autres... Oui, j'en arrive. Il y a d'autres ministres. Laissez-moi vous relancer. Il y a d'autres ministres, n'est-ce pas, dans le gouvernement d'Union nationale, vous avez fait d'abord les résumés de Nathalie Aziza Mounana, qui est parmi les meilleurs élèves du gouvernement Soumino. Mais qui sont encore sur la liste à part Nathalie? On prend même 5 dans le top 5 et puis on boucle la boucle. Il y a des ministres sans toutefois, n'est-ce pas, entrer dans des polémiques. Il y a des ministres quand même qui se sont... qui sont performants, qui se sont démarqués. Prenez par exemple le ministre de la fonction Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou. Bon, il a été reconduit. Hein, donc, exactement. Vous prenez les ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayukwamba Wagner. Exactement. Vous prenez les ministres Costa Mutamba. Oui. Vous prenez la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire. On l'avait déjà cité. Nationale, son Excellence Nathalie Aziza Mounana. Oui, mais on prend aussi vous prenez, Noëlla. Vous prenez des ministres comme, n'est-ce pas, les VPM, Jacquemain Chabani. Aujourd'hui, avec l'opération Ndobo, ça commence à donner... il y a beaucoup de ministres comme ça. Mais vous n'avez pas cité... Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il y a des ministres comme ça, Jean-Pierre Bemba, qui se sont, n'est-ce pas, démarqués. Donc, on a du mal à citer 15 ministres qui se sont démarqués dans le gouvernement Soumino. D'où on demande au chef de l'État de mettre en place vite fait le gouvernement d'Union nationale, hein, avec des têtes qui doivent être reconduites. Évidemment. On a fini. Vous allez fixer la caméra qui est juste devant vous. Adressez-vous à l'ensemble du peuple congolais qui aura la chance de vous suivre. C'est qu'ils doivent retenir de votre passage dans cet entretien. Bon, je voudrais déjà adresser mes encouragements et mon soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas, pour ses courages, pour, n'est-ce pas, cette vision de mettre fin
complètement à cette guerre qui a endeuillé beaucoup de familles. Et vous êtes sans ignorer que je suis fils de ce coin-là. Et je suis directement touché par cette guerre. Et donc, j'ai besoin que cela finisse d'aussitôt. Aussi, je voudrais ici adresser toutes mes condoléances d'abord à toutes ces familles qui ont été endeuillées dans cette barbarie meurtrière du Rwanda, et aussi appeler notre population, n'est-ce pas, à rester soudée, à ne pas se mettre dans des conflits. Vous avez attendu qu'il y a ces conflits entre les Baswahili et tout le reste. Ça, c'est les jeux de l'ennemi. On ne doit pas se mettre dans ces jeux de l'ennemi. On doit rester soudés. Les Baswahili, les Bakongo, les Baluba, nous sommes tous des Congolais et nous avons les dénominateurs communs, n'est-ce pas, cette République démocratique du Congo. Merci, docteur Fidèle. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Nous allons nous retrouver très prochainement pour parler du Congo. Merci. À tous et à tous, merci de l'attention soutenue. Retrouvons-nous très prochainement avec notre invité pour parler de ce qui nous touche directement. Passez un excellent dimanche. Nous allons nous retrouver à une autre occasion. Allez, à bientôt.